Le Canada et Malte ont tous deux annoncé ce mercredi qu'ils reconnaîtraient officiellement l'État de Palestine en septembre. Cette nouvelle fait suite aux décisions de la France et du Royaume-Uni qui ont également annoncé une reconnaissance formelle lors de l'Assemblée générale des Nations unies ce mois-là. Mais comme Londres, Ottawa pose certaines conditions au préalable. Elle réclame notamment l'organisation d'élections générales en 2026 et de ne pas militariser l'État palestinien. Canada has long been committed to a two-state solution. An independent, viable and sovereign Palestinian state living side by side with the state of Israel in peace and security. La reconnaissance officielle de l'État de Palestine intervient alors que l'Europe s'efforce à nouveau de faire pression sur Israël pour qu'il mette un terme à ses opérations militaires et son blocus humanitaire contre Gaza. Plusieurs hauts représentants se sont réunis dans le cadre d'une conférence des Nations Unies sur une solution à deux États, à laquelle Israël s'est opposé et a donc boycotté la réunion. Les États-Unis, proches alliés de Tel Aviv, étaient également absents. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à la confiscation des biens russes et affirmé que Moscou était coincé dans un autre siècle à l'occasion d'une réunion de l'OSCE qui marque le 50e anniversaire des accords d'Helsinki. It's time to confiscate Russian assets, not just freeze them, confiscate them and use them to serve peace, not war. Volodymyr Zelensky a également remercié Donald Trump pour ses efforts visant à négocier un accord de paix après l'annonce du président américain de réduire le délai laissé à Moscou à s'engager dans de nouvelles négociations de cessez-le-feu. President Trump is truly interested in ending the war and we have to do everything we can to make sure the United States and Europe act together for security. Les accords d'Helsinki, signés en 1975, étaient axés sur les principes de la coopération internationale, du respect de la souveraineté, ainsi que de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Signés par 35 pays, dont les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide, ils ont jeté les bases de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alexander Stubb, le président finlandais, a souligné l'importance de l'héritage de ces accords aujourd'hui et appelé les pays européens à choisir entre les sphères d'intérêt et le recours à la force ou les principes et les règles communes. Le Parlement ukrainien a massivement approuvé ce jeudi un projet de loi rétablissant l'indépendance des deux principaux organismes de surveillance anticorruption du pays. Adopté avec une majorité de 331 voix et 9 abstentions, ce projet de loi annule une mesure controversée prise la semaine passée par Volodymyr Zelensky qui avait réduit leur pouvoir et suscité d'importantes manifestations. Le président ukrainien a donc fait marche arrière et a assuré qu'il était primordial que le gouvernement écoute l'opinion publique. Initialement, Volodymyr Zelensky voulait placer ces deux organismes de surveillance sous le contrôle du procureur général nommé par le pouvoir afin d'accélérer les enquêtes prolongées, de garantir davantage de condamnations et d'éliminer l'ingérence de la Russie. Mais les Ukrainiens, l'Union européenne et des groupes internationaux de défense des droits de l'homme s'inquiétaient de voir le gouvernement s'immiscer dans ces enquêtes. La lutte contre la corruption reste un enjeu crucial dans la candidature de l'Ukraine à l'UE. Les pressions politiques de plus en plus importantes et une enquête pour corruption avaient placé Gintautas Paluckas dans une impasse. Le Premier ministre lituanien a finalement annoncé sa démission ce jeudi. Il quittera également son poste de président du Parti social-démocrate. Gintautas Paluckas était à la tête du gouvernement après la victoire de son parti lors des élections législatives en fin d'année dernière. Son cabinet devrait également annoncer sa démission, ce qui pourrait laisser le pays sans gouvernement. Mais ce n'est pas la première fois qu'il doit faire face à la justice. Gintautas Paluckas avait déjà été condamné pour abus de fonction alors qu'il était directeur de l'administration municipale de Vilnius. Mais une enquête a révélé qu'il n'avait jamais payé une grande partie de l'amende de 16 500 €, des accusations qu'il a toujours niées, qualifiant ses critiques d'attaques coordonnées de la part de ses adversaires politiques. En mai dernier, des journalistes d'investigation avaient révélé qu'il avait reçu un prêt d'État subventionné alors qu'il se trouvait déjà à la tête du gouvernement. Une enquête avait été lancée, elle est toujours en cours aujourd'hui. 10 768, c'est le nombre d'hectares partis en fumée depuis le début de l'année au Portugal, selon les chiffres de l'Institut national pour la conservation de la nature et des forêts. Un chiffre 3 fois plus important que celui de l'année dernière. Pourtant,
2025 est la 4e année la plus faible en termes de nombre d'incendies. Mais si la tendance est à la baisse, l'Institut souligne que les feux ont été plus agressifs. La moitié d'entre eux sont considérés comme des incendies d'ampleur ayant brûlé au moins 100 hectares. Cette année, 22 grands incendies ayant consumé plus de 6000 hectares ont été recensés, soit 57% de la surface totale brûlée à travers le pays. Près d'un quart d'entre eux sont d'origine humaine. Depuis le début de l'année, la police a d'ailleurs procédé à 26 interpellations pour des faits criminels. Mais ces données n'incluent pas encore ceux de cette semaine, comme celui d'Arouca près de Porto, où le feu n'est toujours pas maîtrisé et a déjà détruit plus de 5000 hectares. L'incendie de Ponte da Barça, dans le nord du pays, a également consumé quelques 6000 hectares. En seulement 5 jours, plus de 30 000 hectares seraient partis en fumée au Portugal, selon les dernières données du système de gestion de l'information sur les incendies de forêt. Après 3 jours de violence, la situation revient peu à peu à la normale à Luanda, la capitale de l'Angola. L'association des taxis de ce pays d'Afrique australe s'est mise en grève lundi pour protester contre une hausse de 30% des prix du carburant, annoncée début juillet par le gouvernement. Mais les manifestations ont rapidement dégénéré en émeutes et en pillages dans plusieurs régions du pays, qui ont fait au moins 22 morts et près de 200 blessés. Estamos aqui com uma dificuldade de táxis, não tem clientes para nós vendermos, todas as lojas estão fechadas. Antes de agir, tem que parar para pensar, porque eles estão a se prejudicar. Só as coisas que eles já destruíram, eles amanhã vão necessitar, tá a ver? Então isso não tem como, eles praticamente estão a se prejudicar eles sozinhos. La police dit avoir arrêté quelques 1200 personnes et les premiers procès ont débuté ce jeudi. Les émeutes de ces derniers jours sont la culmination de plusieurs semaines de colère populaire dans ce pays où l'inflation a atteint les 20% en juin et où le taux de chômage avoisine les 30%. La politique d'immigration du Danemark est-elle en train de devenir le modèle européen ? Pendant des années, Copenhague a fait cavalier seul dans l'UE avec ses restrictions du droit d'asile jugées trop restrictives par de nombreux États membres. Mais à mesure que les forces de droite progressent dans l'Union, les idées autrefois controversées du Danemark sont aujourd'hui adoptées par le courant politique dominant. I remember when I started in this post 3 years ago, I was in the GHA Council, and the Austrian minister was the only one who supported these notions back then. And now it seems there's a lot of more countries that have rallied around the notion that we should get democratic control of the migrant flows, and I'm just very, very happy that this is the case. La question de l'externalisation du traitement des migrants est au cœur des débats actuels. Le Danemark est à l'avant-garde des efforts visant à établir des centres en dehors du territoire européen pour y transférer les demandeurs d'asile déboutés. Si l'idée a été acceptée par la Commission européenne, elle reste confrontée à des questions financières, techniques et éthiques. Les organisations humanitaires estiment en effet que ce système viole souvent le principe de non-refoulement et elles estiment qu'il est inefficace à long terme. Face aux critiques, Copenhague affirme qu'une approche dure de l'immigration est le seul moyen pour les politiciens progressistes de rester au pouvoir face à l'essor des partis de droite. I believe if you're in a social democratic or workers' party championing especially skilled and unskilled workers, then I believe migration is often a burden for the constituents, and working class communities have taken the largest part of the task of integrating people in local communities and the labor market, and therefore if you're a party that are representing low skilled, low paid people, then you should be quite restrictive around migration. Le Danemark assure depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l'UE. Il ne fait aucun doute que Copenhague utilisera cette opportunité pour mettre l'immigration à l'ordre du jour de l'UE. La liste des plateformes de vente en ligne soupçonnées d'enfreindre les règles de l'Union européenne ne cesse de s'allonger. Dernier ajout en date, Temu. La Commission européenne estime que le site chinois n'évalue pas correctement les risques liés aux produits illégaux qu'il vend sur son site, notamment des jouets pour bébés et des petits produits électroniques. Pour cela, elle compte utiliser la loi sur les services numériques. The DSA is one of our tools to protect consumers across Europe. To protect them from what when it comes to online marketplaces? Illegal products that are sold online. Algorithmic content that is
thrown at you and that you don't even determine if you want to see it or not. When it comes to, for example, advertisement or gamification of certain systems on these online platforms, these are risks that we need to mitigate to protect our consumers online. Jusqu'à présent, la Commission européenne a ouvert des procédures à l'encontre de 10 plateformes en ligne. Parmi elles, TikTok, pour sa gestion des risques liés à la création d'une dépendance et au contenu préjudiciable, X pour non-respect de ses obligations en matière de diffusion et d'amplification de contenus illicites, ainsi que Meta, Instagram et Facebook pour leur manque de protection des mineurs et l'intégrité des élections. On retrouve aussi des sites pornographiques tels que StripChat, Pornhub et Xvideos examinés pour leur manque de protection des mineurs. Enfin, la Commission européenne a constaté que le vendeur en ligne AliExpress ne prenait pas suffisamment de mesures pour lutter contre des produits illégaux. What is at stake? I will put it very simple. Is the safety of consumers. Because when consumers buy something online, they expect it to be safe. They don't wonder whether there are illegal chemicals being used in the production of these goods, or whether a certain product or household appliance might explode, or that a kid might choke with a toy. They expect the product to be safe, regardless of how cheap it might be, but they expect to be safe. Selon les organisations de consommateurs, le défi consiste maintenant à faire appliquer la loi. La législation est en vigueur depuis près d'1 an et demi, mais jusqu'à présent, aucune des enquêtes de la Commission n'a été clôturée et aucune sanction n'a été imposée.